3 millions de déplacés, c'est le bilan de la récente crise alimentaire qui frappe à nouveau le Sud-Soudan. Fatalité ou manque de prévision, cette énième crise humanitaire sur le continent pose la question de la responsabilité des dirigeants africains dans la gestion de ces tragiques événements. Hubert Edongo-Meignier, bonjour. Bonjour madame. Cette nouvelle crise alimentaire au Sud-Soudan est-elle une surprise pour vous? Une surprise, non. Peut-être par rapport au chiffre de 3 millions de personnes réfugiées déplacées en ces moments. Ce n'est pas la première crise alimentaire que nous avons en Afrique. La première crise humanitaire qu'a connue le continent, c'était en 1967, pendant la guerre du Biafra. A-t-on tiré des leçons dans la gestion de ce type de crise? Je suis très réticent pour dire oui. La preuve, c'est que la guerre du Biafra reste pour nous emblématique. Les causes à l'origine de cette guerre restent encore omniprésentes aujourd'hui. La guerre du Biafra portait les germes des guerres de sécession. Elle portait les germes des guerres ethniques et religieuses. Elle était le témoignage des questions d'intérêt économique. Et on avait là toute la panoplie des guerres, de l'après-guerre, et la fameuse division Est et Ouest était encore omniprésente. Et quand on fait, on essaie de faire, donner la photographie des causes des guerres aujourd'hui, on a presque pratiquement les mêmes causes et qui produisent aussi les mêmes effets. Dans votre livre paru récemment, chez Présence africaine, l'Afrique dans la marche de l'humanitaire, vous semblez mettre en cause la gestion de l'humanitaire. Et pour vous, ce n'est pas qu'une question de financement. L'Afrique doit se prendre en charge, mais comment? L'Afrique doit se prendre en charge parce que elle ne peut pas toujours continuer à compter sur la communauté internationale. Mais cette communauté internationale aussi est très critiquée. Vous la mettez en cause également. Elle est très critiquée parce qu'il y a toujours une adéquation entre l'objectif de cette assistance humanitaire et les stratégies qui sont mises en place pour l'atteindre. Alors, il y a comme une géographie des crises sur le continent. En Afrique de l'Ouest, les sécheresses notamment, et puis en Afrique centrale, les crises humanitaires qui sont consécutives aux crises politiques. On pense notamment à la RDC et puis à la RCA. La sécheresse est liée au climat. Or, le climat est imprévisible. On le subit plus qu'on ne le contrôle. Mais il existe toute une panoplie de formules qui peuvent être utilisées pour non seulement prévenir la sécheresse, mais au moins en amoindrir les effets. Et je ne pense pas que, par-delà les conclusions d'un certain nombre d'accords avec les agences humanitaires ou des accords bilatéraux, qu'il y ait adéquation entre les discours, les accords et les politiques mises en place pour la mise en œuvre de ces accords. Alors, que faudrait-il faire pour qu'en Afrique de l'Ouest, on sorte de ce cycle de sécheresse? Qu'il y ait une prise de position politique des autorités. Comment? La prise de position consiste à mettre en pratique toutes les études qui sont faites, aller au-delà des simples discours, de s'asseoir, écouter les populations locales, suivre nos traditions et essayer de mettre fin à toutes ces doctrines néolibérales et autres qui font en sorte qu'on oublie un certain nombre de traditions et les populations en souffrent. Pour vous, la crise à l'est de la RDC est d'abord une crise démographique liée à ses voisins, notamment le Rwanda. Expliquez-nous pourquoi. Elle est plutôt aggravée par la démographie. Mais nous savons très bien, depuis des décennies, qu'il y a une
des guerres ethniques entre les Tutsis et les Hutus. Et nous savons tout autant que la population est, la croissance démographique est l'une des plus élevées en Afrique, au Rwanda et au Burundi. Dans la région des Grands Lacs. Dans la région des Grands Lacs, d'une manière générale. Alors, vous dites qu'il faut que l'Afrique tienne compte de ces réalités, mais comment? L'Afrique doit tenir compte de ces réalités, d'abord parce qu'il faut partir de là. On ne peut pas élaborer quoi que ce soit sans d'abord tenir compte de nos réalités, les réalités vivantes, les réalités fondamentales qui sont là, qui font notre continent. Et la contrepartie, c'est que ce que nous attendons très souvent, et nous avons parlé d'inadéquation tout à l'heure, ce que nous attendons de la communauté internationale n'est pas forcément ce qui correspond aux besoins réels de notre continent. Alors, vous semblez mettre en cause la gestion également des terres, hein, qui sont vendues aux multinationales au détriment des paysans et qui, eux, après, sont conduits à l'exode rural. Sans aller dans les détails, vous savez vous-même tout ce que les programmes d'ajustement structurel ont causé comme effet chez nous. Et nous savons tout aussi bien tout ce que les politiques néolibérales qui sont appliquées maintenant font, non seulement sur les programmes de développement, mais sur la vie des paysans. Donc, c'est tous ces éléments qui devraient nous amener à réfléchir encore davantage, à nous approprier ces réalités pour essayer de vendre nos projets, si cela est nécessaire, et essayer nous-mêmes de trouver sur place les solutions adéquates. Alors, quelles recettes vous proposez justement pour remédier à ce cycle de catastrophes et de crises consécutives? La recette est d'abord notre prise de conscience, une volonté politique. La volonté politique... Elle manque selon vous? Elle manque. Je le dis sans embâche, elle manque. Elle manque pourquoi? Parce que par-delà les conférences, par-delà les réunions, il faut agir. Il faut agir. Quand on a eu des problèmes d'Ebola, il a fallu déplacer... RDC, puis récemment en Afrique de l'Ouest. La Coupe d'Afrique des Nations. Il y a eu un chef d'État qui s'est élevé. Contre cela, il y a eu, dit-on, d'après les rapports, l'une des meilleures Coupes d'Afrique des Nations organisées en Afrique. Quelle autre mesure faudrait prendre? Il y a des mesures internes, notamment au niveau de la mise en place des structures, qu'on mette en place des structures fonctionnelles, qu'on forme des cadres pour que nous ayons une gestion saine des fonds qui sont mis à disposition. Et en première ligne, finançons nous-mêmes d'abord nos programmes avant d'aller taper à la porte des autres. Alors vous avez passé, Hubert et Dongo Meignier, 25 ans au HCR. Pourquoi n'avez-vous pas appliqué ces recettes? Vous savez, je suis un rescapé de l'humanitaire, dans ce sens que mon père, ancien combattant et victime des forces armées françaises de libération, aux côtés des forces armées françaises de libération, m'a initié dans l'humanitaire, toujours à l'écoute des questions de sécurité. Il en a fait de moi un soldat. Je suis peut-être devenu aujourd'hui militant à la retraite, mais ne pas pouvoir, n'avoir pas pu le faire, je crois que je n'en avais pas les moyens, ou pas toujours les moyens. Avez-vous seulement été entendu par vos supérieurs? Non seulement par mes supérieurs, mais aussi par mes interlocuteurs, à savoir les autorités africaines. La balle n'est pas toujours dans le camp de la communauté internationale. Le discours... Mais elle n'est pas exempte de reproches quand on lit votre livre, puisque vous dites qu'il faudrait parvenir à une refonte du système des Nations Unies.
Et cette refonte-là tient d'abord de nos propres réalités. Elle tient aussi également compte de l'état actuel de l'évolution des choses dans le milieu international. Nous n'avons pas un microcosme à nous. Nous fonctionnons dans un monde. Donc, la priorité, c'est d'abord comment nous pouvons aussi apporter notre contribution à l'établissement d'un nouvel ordre international de l'humanitaire. Mais quand Parce on... qu'au jour d'aujourd'hui, on a l'impression que nous subissons. Nous sommes des demandeurs en permanence. Prenons à bras le corps ces problèmes. Recadrons les problèmes en tenant compte de nos réalités et en tenant compte aussi de l'évolution du monde. Le nouvel ordre international humanitaire a besoin aussi de la participation des réalités africaines. Nous savons aujourd'hui, la convention de l'OUA en matière de réfugiés est l'une des plus généreuses au monde. Bon, elle a du mal à s'appliquer quand on voit les crises sur le continent et puis tous ces réfugiés, notamment récemment avec la crise au niveau en des Centrafrique. causes. Le monopole de la générosité n'est pas du côté de ceux qui l'acclament. Vous savez vous-même chez nous. Et nous voyons maintenant ce qui arrive aux autres, qui arrivait aux autres et qui commence à arriver aux uns ne produit pas forcément les mêmes effets parce qu'on n'a pas trouvé des forteresses à siéger chez nous, des centres de concentration de réfugiés. Donc, quelque part, la convention de l'OUA est un modèle du genre. Et vous espérez qu'elle soit appliquée aujourd'hui? Au niveau des États africains, oui, tant bien que mal, mais certainement, il y a, vous savez, l'application des textes de loi n'est pas toujours facile. Hubert Edongo Meignier, merci. C'est moi qui vous remercie.